Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'évolution de Canon lors de ces 10 dernières années et pourquoi il y a autant d'adorateurs et de personnes qui détestent cette marque. Donc sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que Canon a pris un vrai tournant dans les années 2010, année où ils ont sorti notamment le 550D. Le 550D, c'était un boîtier réflexe chez Canon entrée de gamme qui avait de la vidéo. C'était le tout premier à avoir de la vidéo et qui était en bonne qualité car on était déjà sur de la HD. Même si maintenant ça paraît assez banal, à l'époque la HD c'était vraiment de la grande qualité. Et dès 2011, ils ont sorti notamment le 600D, un successeur au 550D qui pouvait filmer en 1080p et qui en plus de cela avait un écran réversible. Cela permettait donc de se voir et tous les youtubeurs sont devenus très intéressés par ce produit. À tel point qu'il y a encore quelques années, beaucoup de youtubeurs parlaient de ce boîtier comme un des boîtiers encore intéressants en entrée de gamme. Ainsi, Canon a récupéré la grande majorité de la clientèle d'internet avec des boîtiers entrée de gamme qui pouvaient permettre de la belle qualité vidéo à l'époque. YouTube a notamment commencé à grandir entre 2011 et 2013. En France, ça a été un peu plus tardif, vers 2012-2013, mais en 2011, les Américains commençaient vraiment à se développer. Ainsi, Canon a récupéré une clientèle très jeune. Mais pour en récupérer plus, ils ont fait d'autres boîtiers, tels que le 5D Mark II et le 6D, qui étaient deux boîtiers qui permettaient notamment de la vidéo en 1080p, mais également de très bonne qualité en photo avec un capteur plein format, et le tout à un prix plutôt abordable. Évidemment, c'était des boîtiers plein format, ils étaient donc relativement chers, mais pour l'époque, ça permettait de faire de la vidéo en plein format avec une très bonne qualité d'image, et donc pouvoir beaucoup jouer avec la profondeur de champ, mais également pouvoir filmer dans des mauvaises conditions de lumière, ce qui était très utile sur YouTube à l'époque. Car il ne faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup de personnes étaient encore amateurs, ce n'était encore qu'une passion pour la plupart des personnes et donc il n'y avait pas d'investissement dans la lumière notamment. Ils sont donc arrivés sur un segment où ils étaient à peu près les seuls en vidéo, mais tout en permettant de bonnes qualités photo, ce qui plaisait à tous avec de belles qualités d'image et surtout avec cet écran réversible que l'on trouvait sur leur boîtier et qui permettait vraiment de s'adapter à de la vidéo sur internet. Ils ont également sorti peu de temps après le Canon 1DC. C'était un boîtier plein format très haut de gamme qui permettait de la vidéo notamment en 4K contrairement au 1DX à l'époque, mais qui permettait également de filmer à 60 images secondes en 1080p et donc de ralentir ses vidéos, mais également d'avoir un flux HDMI beaucoup moins compressé que les autres à l'époque. C'était en effet du 8 bits 4:2 lorsque l'on passait en HDMI. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, on est encore sur ce type de référence pour beaucoup de boîtiers et les meilleurs boîtiers ne sont passés qu'au 10 bits 4:2 ou éventuellement 4:4:2 sur les boîtiers photo. Et cela permettait également d'avoir accès au log de chez Canon. Le log, c'est un profil d'image qui permet de mieux retravailler ses couleurs par la suite. On vous en parlera probablement prochainement et notamment de pourquoi il faut faire attention avec le log. Canon avait donc une véritable côte en vidéo. Ils avaient notamment le 1DX qui était un boîtier très haut de gamme en photo, qui permettait également une très grande rafale à l'époque, on dépassait les 10 images par seconde. Il y avait également les 1D, 1, 2, 3, 4 qui n'avaient pas de C ou de X et qui eux étaient très bons en basse lumière également. Puis au fur et à mesure, Canon a continué ainsi, n'a pas sorti de 4K cinéma pendant très longtemps, tout en laissant toutes les autres marques passer au fur et à mesure à la 4K. On parle beaucoup de la vidéo chez Canon en ce moment, tout simplement parce que c'est ce qui a déterminé le fait que sur YouTube, Canon soit adoré ou détesté. Mais en photo, c'est pareil, ils ont continué à faire de petites évolutions, mais les autres ont fini par les rattraper évidemment. Des marques telles que Sony et Panasonic ont également pu s'améliorer et rattraper le niveau de Canon, car Sony et Panasonic avaient parié sur l'hybride très rapidement, et au départ, le niveau n'était pas équivalent, mais maintenant, ils sont vraiment arrivés à un niveau similaire. Ainsi, au fur et à mesure, Canon a fini par perdre des parts par-ci par-là, et des marques comme Panasonic sont venues prendre le marché vidéo avec des boîtiers comme le GH4, le GH5 ou même le G80 et le G7. Et également, des marques comme Sony sont venues sur le marché du plein format avec des A7R qui avaient beaucoup de capacité en mégapixels, des A7S qui étaient très bons en vidéo avec moins de mégapixels mais qui montaient beaucoup en basse lumière, ce qui était très intéressant pour YouTube, et également des Alpha 7 classiques qui étaient bons en photo comme en vidéo. Et Sony ont permis d'obtenir du log sur à peu près tous les boîtiers, ce que Canon ne permettait pas, ou alors il fallait évoluer, notamment il faut savoir que la communauté Magic Lantern s'était créée entre temps. C'est une communauté qui crée un logiciel qui s'appelle Magic Lantern qui est open source. Attention, on ne vous le conseille surtout pas car ça vous débride votre appareil mais ça fait sauter votre garantie. Cependant, des vidéastes qui voulaient une meilleure qualité chez Canon utilisaient ce type de software qui était open source et qui leur permettait notamment d'avoir du RAW sur leur caméra. Et même si la communauté très grande permettait plus de capacité, un des dirigeants de Canon a annoncé récemment que leur part avait baissé au fur et à mesure des années car ils ont voulu brider leurs appareils. Ils ont notamment sorti un 6D Mark II qui ne permettait pas d'Ultra HD et qui pourtant coûtait plus de 2000 € à sa sortie. Ainsi, il s'est fait attaquer par beaucoup de monde. Ils ont notamment sorti il y a quelques années un 5D Mark IV qui avait comme plus gros problème d'avoir une 4K qui était croppée à 1,7 fois, c'est-à-dire qu'il y avait un zoom dans l'image de 1,7
1,7 fois pour pouvoir filmer en 4K. Et ce n'était même pas de la 4K ciné, c'était de l'Ultra HD. Et également, ils ont sorti des boîtiers hybrides comme le M50 récemment, qui avait un zoom de plus de 2,3 fois du capteur si on voulait filmer en Ultra HD et qui faisait disparaître leur superbe autofocus dual pixel lorsque l'on filmait en Ultra HD. Ils sont passés récemment comme Nikon au plein format hybride, car une grosse demande sur ce type de marché est arrivée. Ils ont donc sorti le EOS R, qui s'est également fait critiquer pour avoir encore une fois un zoom de 1,7 fois en Ultra HD, mais qu'ils défendaient notamment grâce à leur autofocus dual pixel qui est très performant en vidéo. Et ils viennent d'annoncer très récemment un EOS RP, qui est un boîtier plein format beaucoup plus entrée de gamme. Il est annoncé notamment à 1300 $, et apparemment Canon n'a pas prévu de changer leur politique en vidéo, du moins d'après les fiches de spec que l'on peut voir sur l'EOS RP, car il n'a pas d'autofocus dual pixel en Ultra HD, il n'a pas de stabilisation du capteur, ce qui est très pratique pour les vlogueurs et toutes les personnes qui filment sur YouTube en général. Et en plus de ça, il y a toujours ce zoom de 1,7 fois en Ultra HD. Ainsi, l'EOS RP ne change pas leur politique et c'est ce qui fait que sur YouTube, beaucoup de gens détestent Canon. Car on peut voir que la plupart des personnes sont passées de Canon à Sony ou de Canon à Panasonic pour avoir une meilleure qualité en vidéo. Du moins, je parle encore sur YouTube. Et certaines personnes qui aimaient notamment les couleurs de Canon auxquelles ils s'étaient habitués ou alors tout simplement l'ergonomie, restent chez Canon et parlent énormément de Canon. C'est ce qui fait que beaucoup de youtubeurs adorent ou détestent Canon, en disent du bien ou en disent du mal, mais sont très rarement nuancés. Attention, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais une grande partie du marché. Il faut donc faire très attention à est-ce que la personne a un point de vue qui est déjà orienté ou non lorsqu'il fait sa vidéo. Et ce qui pourrait être souhaitable pour Canon pour qu'ils puissent regagner du marché, c'est qu'ils acceptent de lancer des capacités vidéo qui soient vraiment sans limite, ou du moins sans limite par rapport à ce qui se fait actuellement, ce qui leur permettrait de reprendre la course et de continuer avec les autres. En photo, les capacités des boîtiers Canon ont beau être encore assez similaires des capacités des autres boîtiers comme chez Sony par exemple. Je prends l'exemple de Sony car c'est ceux qui ont pris beaucoup de part ces dernières années. On peut voir notamment que l'Alpha 7 II a un capteur stabilisé et qu'il est pour autant moins cher que le nouveau boîtier de chez Canon l'EOS RP qui lui n'a pas de capteur stabilisé. Évidemment, ça ne fait pas tout, il faudra tester le boîtier pour savoir s'il est vraiment différent. Et également, il ne faut pas oublier qu'ils ont un 1DX Mark II qui est très performant, mais son prix dépassant les 5000 € le destine à une clientèle très spécifique. Mais c'est vrai qu'il a une véritable 4K cinéma et beaucoup de possibilités très intéressantes. Et également, le fait que Canon ait des réflexes qui soient très performants donne encore un avantage à leur boîtier, c'est leur résistance. En effet, les réflexes résistent beaucoup mieux au froid, à l'eau et à tout ce genre de choses lorsqu'ils sont maltraités. Ainsi, si vous êtes dans des conditions extrêmes ou des conditions tout simplement de ski à la montagne par grand froid, un réflexe fonctionnera bien mieux qu'un hybride. Et également pour la prise en main, les boîtiers Canon sont beaucoup plus gros que les boîtiers Sony. Ainsi, les personnes qui aiment les prises en main avec des boîtiers qui tiennent bien seront mieux chez Canon ou chez Nikon évidemment, simplement on parle de Canon dans cette vidéo, mais la plupart de leurs boîtiers étaient plus lourds jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas le cas de l'EOS RP qui pèse tout juste plus de 400 grammes. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura été suffisamment objectif pour ne pas vous décevoir sur ce que l'on aura dit et de comprendre tout ce qui se passe autour de Canon et pourquoi la marque est tant mise en avant sur YouTube en ce moment. Car le fait que Canon soit détesté ou adoré permet aux personnes, grâce à tous les débats autour de la marque qui sont créés, de faire beaucoup parler. Et sur ce, nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.